Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1767 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 22 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur italien Luis Felipe, fête aujourd'hui ses 25 ans, le défenseur de la Lazio de Rome, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, il fête aujourd'hui ses 73 ans et rappelons qu'en 1987 Jean-Michel Aulas devient président de Lyon alors que le club évolue en deuxième division française. 15 ans plus tard, le club lyonnais réalisera sa série historique de 7 titres de champion de France, incroyable. Donc voilà, en grande partie peut-être grâce à Jean-Michel Aulas qui a complètement métamorphosé cette équipe de Lyon dans le passé. Gourvenec, le coach lillois, fête aujourd'hui ses 50 ans. Il y a aussi Ronald Koeman, ancien joueur du Barça ou même ancien coach Blaugrana, il fête aujourd'hui ses 60 ans. Michel Hidalgo aurait eu 89 ans aujourd'hui, il nous a quitté le 26 mars 2020, il y a quasiment 2 ans jour pour jour. Donc lui, ancien sélectionneur de l'équipe de France, il avait été le sélectionneur des Bleus lors de l'Euro 1984 où les Bleus avaient remporté bien sûr leur premier gros trophée majeur. Et il y a aussi Christophe Revaux qui aurait eu aujourd'hui ses 50 ans. Il nous a quitté le 6 mai 2021, donc l'année dernière, suite à une péritonite. On va parler de l'équipe de France, car là cette semaine les gars, il n'y a aucun club qui joue, c'est la trêve internationale tout simplement. Donc 3 nouvelles têtes à Clairefontaine. Tout d'abord, le défenseur lensois Claus, et ça a amplement mérité. Deschamps en conférence de presse hier sur Claus. Il est là parce qu'il le mérite, l'histoire est belle, car il a une trajectoire particulière, mais ce n'est pas la fête à Jonathan, ce n'est pas son jubilé. Il n'a pas 20 ans ou 22 ans, mais il doit considérer ça comme une étape dans sa carrière. N'oubliez pas qu'il a percé quand même très très tard dans le monde du football professionnel, il a longtemps joué dans le football amateur, et là pour le féliciter de sa magnifique saison, voilà, Deschamps l'a appelé, pour lui c'est mérité tout simplement sa convocation avec les Bleus. Christopher Nkunku, lui aussi c'est sa première sélection avec l'équipe de France, lui aussi simplement mérité, parce que ce qu'il fait actuellement du côté de Leipzig c'est énorme, et il a dit les Bleus, je suis très fier, j'étais en train de me préparer car j'avais une séance individuelle avec mon préparateur physique, mais j'ai suivi la liste en direct, quand j'ai entendu mon nom c'était vraiment de la fierté. J'étais content de faire partie de ce groupe France. William Saliba, donc pourquoi Saliba est dans le groupe France A alors qu'il normalement il devait jouer avec l'équipe de France Espoir, parce qu'en gros Benjamin Pavard est forfait, il a le Covid et du coup il n'est pas rétabli pour les 2 prochains matchs, du coup il est remplacé par Saliba, le défenseur Marseille, c'est mérité pour lui. Et sinon on peut voir les autres joueurs cadres de l'équipe de France qui ont rejoint Clairefontaine hier. On peut voir par exemple Kimpembe, Antoine Griezmann ou même Paul Pogba. Et Pogba au micro de l'équipe de France, je suis venu avec mon jumeau, en parlant de Aurélien Tchouameni, le milieu monégasque, c'est tout simplement l'avenir de ce milieu de terrain en équipe de France. On peut voir aussi Camavinga, donc Camavinga, le joueur du Real Madrid, lui intègre l'équipe de France Espoir, il jouera pas avec l'équipe de France A. Les retrouvailles, donc hier, en fin de journée, c'était le premier entraînement des Bleus pour préparer ces 2 prochains matchs amicaux. Voilà, on peut voir beaucoup de sourires bien sûr sur les visages des joueurs français. La connexion lensoise, Klaus, joueur de Lens, et Raphaël Varane, ancien joueur de Lens maintenant, défenseur du côté de Manchester United. Donc hier j'avais dit que c'était l'anniversaire d'Antoine Griezmann, on peut voir qu'il a fêté son anniversaire avec ses coéquipiers. Voilà, hier lors du dîner bien sûr, il a fêté hier, je crois c'est 31 ans, Antoine Griezmann, donc bon anniversaire bien sûr à lui. Des nouvelles de Karim Benzema, donc Benzema n'est pas dans le groupe France parce que vous savez qu'il est blessé, c'est pour ça qu'il a loupé le Classico avant-hier, mais il est du côté de Madrid. Voilà, il se rétablit pour finir le sprint final de cette fin de saison du côté de Madrid, et Benzema nous partage sa récupération pour revenir au top. Voilà ce qu'il a mis en story Instagram hier. KB9, bon rétablissement à lui. Quelques déclarations de Didier Deschamps qui est en conférence de presse hier bien sûr pour parler du groupe des Bleus. Donc déjà sur le cas Giroud, n'oubliez pas que c'est Giroud qui a remplacé Karim Benzema. Il avait un statut, il l'a eu pendant de longues années, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a plus. C'est pas lié à Karim, à Kylian, à X ou à Y, c'est par rapport à son utilisation et au temps de jeu, au choix que je fais sur le plan offensif. Donc voilà la situation de Giroud avec les Bleus d'après Didier Deschamps. Toujours avec Deschamps, cette fois-ci sur Mbappé. Il est encore jeune, mais il a toujours eu beaucoup de maturité. C'est un leader offensif, il est décisif. Ses prises de parole ont forcément du poids. Il a une place très importante en équipe de France, tout simplement. Kylian Mbappé, ça devient, c'est un leader des Bleus maintenant, un joueur cadre. L'attaquant parisien. Et Deschamps par rapport à Ousmane Dembélé qu'il n'a pas convoqué. Je pense quand même qu'il aurait dû le convoquer parce que là il est vraiment bon comme ces dernières semaines, il aurait pu lui donner sa chance. Je suis content pour Ousmane Dembélé, je sais ce qu'il est capable de faire. On verra en juin lors de la prochaine liste, le prochain rassemblement des Bleus. Là il y a de grandes chances qu'il l'appelle, d'après ses propos. Et du coup les 2 matchs de l'équipe de France les gars, donc le 25 mars là ça sera vendredi à 21h15 à Marseille. Il reste encore quelques places disponibles pour ceux qui veulent aller voir le match du côté du Vélodrome, et après ça sera mardi prochain, donc dans une semaine jour pour jour, ça
ça sera du côté de Lille, mais cette fois-ci le match se jouera à guichet fermé, ça sera contre l'Afrique du Sud. On peut voir la liste de la Côte d'Ivoire, futur adversaire de l'équipe de France, là, vendredi, pour un match amical. Donc voilà tous les joueurs ivoiriens convoqués. On peut voir par exemple des joueurs qu'on connaît très bien comme Aurier, on peut voir Franck Kessié qu'on parlera tout à l'heure, Nicolas Pepe, je sais pas, Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace, c'est comme une belle équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un gros choc, bien sûr, vendredi au Vélodrome. On peut voir les matchs amicaux de la journée de vendredi, donc en gros match France-Côte d'Ivoire, l'affiche tout en bas, on peut voir par exemple des autres affiches, Norvège-Slovaquie, donc voilà cette longue liste de matchs amicaux pour la journée de vendredi, et samedi aussi beaucoup de matchs amicaux, par exemple, je sais pas, la Belgique ira du côté de l'Irlande, c'est à 18h, l'Angleterre recevra la Suisse à 18h30, ou l'Espagne recevra l'Albanie, on peut voir Allemagne-Israël, le dernier match, Pays-Bas contre le Danemark, et on peut voir les joueurs hollandais, par exemple Frenkie de Jong, qui a joué le Classico, et même Memphis Depay, ils sont bien dans le groupe des Pays-Bas pour ce match contre le Danemark, et côté danois, donc positif au Covid-19, Christian Eriksen ne fera finalement pas maintenant son retour avec la sélection danoise, vous vous souvenez, il devait jouer là, les 2 prochains matchs, et du coup, il est forfait pour les 2 prochains matchs. Il a le Covid, bon rétablissement à Christian Eriksen. On peut voir la team de la Serbie tout simplement pour leurs 2 futurs matchs. Donc Luka Jovic qui joue très peu du côté du Real Madrid est bien sûr présent. Et touché Alen, Dusan Vlahovic va revenir à Turin et ratera le rassemblement avec la Serbie. Donc lui il est forfait pour les 2 prochains matchs de la Serbie, l'attaquant de cette équipe de la Juventus Turin. Southgate explique pourquoi il n'a pas sélectionné Kyle Walker en tant que défenseur droit. Il n'est pas dans la liste des 2 prochains matchs de l'Angleterre. Le défenseur de Manchester City l'a dit, j'ai une conversation avec lui. Nous avons pensé que c'était l'occasion de regarder les 2 plus jeunes arrières latéraux. Nous savons tout ce qu'il y a à savoir sur Kyle. Il sera de retour en juin. Donc voilà, il s'est mis d'accord avec Kyle Walker qui ne le convoquait pas là, pour les 2 prochains matchs amicaux. Mais il fera bien sûr son retour lors de la prochaine liste de l'Angleterre. Donc là, c'était des matchs amicaux que je vous parlais. Par exemple, l'Angleterre joue contre la Suisse samedi, mais aussi des matchs très importants. Les barrages pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Il reste 3 places et on peut voir les 3 groupes. Groupe A, groupe B, groupe C. Donc dans le groupe A, c'est un groupe, par exemple, qui va se jouer un peu plus tard. Parce que normalement, par exemple, le groupe C, tous les matchs vont se jouer là dans les futurs jours. Mais le groupe A, vu qu'il y a l'Ukraine, et vous savez ce qui se passe en Ukraine, donc l'Ukraine ne peut pas préparer ce match. Donc ce Écosse-Ukraine se jouera au mois de juin prochain. Donc Pays de Galles, Autriche se jouera là dans les prochains jours. Donc la finale, on connaîtra l'équipe qualifiée entre ces 4 équipes-là. Ça sera au mois de juin prochain. Le groupe B, donc la Russie déjà éliminée, la Pologne déjà en finale. La Pologne jouera soit contre la Suède, soit contre la République tchèque. Ça sera dans une dizaine de jours qu'on connaîtra le qualifié de ce groupe B. Et le groupe C, c'est quand même le sacré groupe avec l'Italie, le Portugal et la Turquie. N'oubliez pas, ça peut faire un Italie-Portugal en finale. Voilà, une des 2 équipes. Parmi ces 4-là, une seule ira bien sûr à la Coupe du Monde. Donc soit l'Italie, soit le Portugal, même la Turquie, qui peut créer bien sûr la surprise. Donc il y aura bien évidemment des déçus. Et on peut voir les joueurs de l'Italie qui se sont retrouvés aujourd'hui, après leur titre de champion d'Italie, enfin champion d'Euro plutôt, d'Europe, il y a quelques mois. Donc maintenant, ils doivent se qualifier bien sûr pour la Coupe du Monde, cette équipe italienne. On peut voir que CR7 a l'entraînement avec le Portugal. Le Portugal joue contre la Turquie, un gros match bien sûr. Et côté portugais, une très mauvaise nouvelle pour le Portugal, parce qu'après la perte de Ruben Dias, Renato Sanchez et de Nelson, c'est sur blessure. Le Portugal devrait maintenant faire face à la perte de Pepe pour cause de Covid-19. Il ne participera pas au match de barrage avec sa sélection. Donc il est forfait pour les 2 prochains matchs. Pepe, il manque aussi, n'oubliez pas Ruben Dias, le défenseur de Manchester City, lui aussi forfait pour les 2 prochains matchs. Donc la charnière portugaise n'est pas là. Donc ça, c'est un gros coup dur. Donc Pepe est remplacé tout simplement par le défenseur lillois Thiago Diallo, qui le remplace tout simplement pour ces 2 prochains matchs, pour ces barrages de la Coupe du Monde. On va parler aussi des barrages, cette fois-ci dans la zone Afrique. On va parler des 5 matchs. Je vais vous montrer à chaque fois la liste des joueurs. On commence tout d'abord avec le plus gros choc pour moi, l'Égypte contre le Sénégal. Pourquoi le plus gros choc? Parce que c'est quand même la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils se retrouvent, ces 2 équipes où c'est le Sénégal qui avait remporté bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations il y a déjà 1 mois et demi. Et les champions d'Afrique en titre se sont retrouvés après le sacre de la CAN. Voilà quelques photos hier soir à l'entraînement. Voilà pour le Sénégal pour préparer cette double confrontation contre l'Égypte, pour une place quand même pour une Coupe du Monde, enfin pour la phase finale. Donc on peut voir la liste du Sénégal pour affronter l'Égypte.
On peut voir là tous les joueurs convoqués. Et on peut voir aussi les joueurs convoqués du côté de l'Égypte. Bien sûr, Mohamed Salah, le joueur vedette de cette équipe, y figure. On va parler de la deuxième affiche, Cameroun contre l'Algérie. Regardez tout d'abord la liste de l'Algérie pour le barrage de la Coupe du Monde face au Cameroun. Donc quasiment tout le monde est là, à part Bounedjah, qui avait joué la CAN avec l'Algérie. Il n'est pas présent. On peut voir aussi que Saïd Benrahma, le joueur de West Ham, ne figure pas dans cette liste. Mais bien sûr, Riyad Mahrez, ou je sais pas, même par exemple Youssef Bellali, bien sûr, figure dans la liste des joueurs algériens qui vont vouloir bien sûr se qualifier et surtout oublier cette CAN qui a été catastrophique pour eux. Et du coup, ils vont jouer contre le Cameroun. On peut voir les joueurs camerounais convoqués pour ces deux prochains matchs. N'oubliez pas que le match aller entre le Cameroun et l'Algérie sera diffusé en clair sur l'équipe 21 le 25 mars, là dans quelques jours, là samedi. Donc ça sera... ça sera vendredi, le 25 mars, donc ça sera 18h, heure française, donc vous pourrez regarder le match en clair sur l'équipe 21. Donc seul match diffusé en clair par l'équipe pour les barrages, donc loupez pas cette rencontre. Il y a aussi Ghana contre le Nigeria, on peut voir le groupe du Ghana, convoqué pour ces deux prochains matchs. Et on peut voir aussi le groupe du Nigeria, avec bien sûr des très grands joueurs. On peut voir par exemple que Victor Osimhen, l'attaquant vedette de cette équipe, a encore marqué un doublé le week-end dernier avec l'équipe de Naples, figure bien sûr dans cette liste. Congo la République démocratique du Congo contre le Maroc. On peut voir la liste de la RDC pour cette double confrontation contre le Maroc. Et on peut voir le groupe marocain pour bien sûr les deux prochains matchs. Et on peut voir qu'Abdé, le joueur marocain de l'équipe du FC Barcelone, et Achraf Hakimi, le défenseur parisien, bien sûr, sont bien présents avec le Maroc. Et Mali contre la Tunisie, on peut voir la liste du Mali et on peut voir aussi la liste de la Tunisie. Donc bien sûr on parlera de tous ces matchs quand ils auront lieu. Donc toutes ces rencontres auront lieu. Donc c'est vendredi les gars, je l'ai dit. On peut voir les horaires. Donc 16h, 18h, 20h30 ce sera Égypte, Sénégal et Ghana, Nigeria. Il y a aussi des matchs très importants. Donc là, c'est les derniers matchs un peu dans tous les continents pour savoir qui va se qualifier, puisque bientôt il y a le tirage au sort pour connaître les poules pour cette future Coupe du Monde. C'est bientôt la Coupe du Monde, c'est quand même au mois de novembre. Donc là, c'est sur le continent sud-américain, donc le programme de cette semaine. Et on peut voir déjà les équipes qui sont déjà qualifiées. N'oubliez pas que sur ces 10 équipes, il y en a 4 qui seront qualifiées directement. Donc les 4 premiers et le 5e jouera un match de barrage contre une autre équipe d'un autre continent. Donc pour l'instant, déjà, c'est officiel. Le Brésil et l'Argentine, eux, c'est sûr et certain, ils seront au Qatar fin d'année. Donc l'Équateur, l'Uruguay, bien parti pour se qualifier. On peut voir que le Pérou à la 5e position. Et le prochain match, on peut voir que c'est l'Uruguay contre le Pérou. Donc le 4e contre le 5e. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient directement. Il y a un point d'écart entre les deux équipes. Donc là, c'est un énorme match. C'est un match décisif, vu qu'il reste plus que 2 ou 3 matchs, je crois, dans la zone sud-américaine. Donc voilà, c'est déterminant, bien sûr, à cette double confrontation. On peut voir que Fede Valverde, qui a joué le Classico avant-hier, il est bien du côté de l'Uruguay. Et la même chose à Araujo, lui aussi qui a joué le Classico en plus, buteur contre le Real Madrid, lui aussi est bien présent dans la liste de l'Uruguay. Il y a aussi des matchs importants sur le continent nord-américain. Regardez les 3 prochains matchs. Donc là, le 24 mars, on peut voir aussi le 27 mars les affiches et le 30 mars. On peut voir par exemple, je sais pas, que les États-Unis un jour contre le Panama. On peut voir que le Mexique jouera contre les États-Unis et on peut voir le classement, bien sûr. Aussi, tout va se jouer là lors des 3 derniers matchs. Donc là, dans cette poule de 8, c'est les 3 premiers qui se qualifient directement. Donc pour l'instant, Canada, États-Unis, Mexique. Et le 4e jouera un match de barrage, peut-être contre le 5e du continent sud-américain. Donc on peut voir que c'est serré, parce que le Canada bien parti, 25 points. Mais les États-Unis, 21 points. Le Mexique, 21 points. Et le Panama, 17 points. Tout reste jouable encore pour le Panama, vu qu'il reste encore 9 points à prendre. Donc voilà les gars, tout va se jouer dans les prochains jours sur le continent nord-américain. Et on revient en Europe, on va parler de l'Euro. Et la Grande-Bretagne et l'Irlande accueilleront l'Euro 2028. L'UEFA n'a reçu aucune autre candidature, donc c'est toujours pas officiel, mais c'est quasiment imminent vu que l'UEFA pour l'instant a reçu que cette candidature de la Grande-Bretagne et l'Irlande pour organiser l'Euro 2028. Donc il devrait se jouer au Royaume-Uni, on va dire, cet Euro 2028. N'oubliez pas que l'Euro 2024 se jouera en Allemagne. On revient en Europe toujours, mais on va prendre la direction de l'Espagne et regarder la une du journal Mundo Deportivo au surlendemain de cette magnifique victoire des Blaugrana 4-0 contre l'équipe du Real Madrid, faite en une journal Mundo Deportivo, la une du journal Sport. Nous sommes de retour, bien sûr, le grand FC Barcelone est de retour, parce que vu comment ils ont joué avant-hier, c'est quand même du très très haut niveau, cette équipe Blaugrana. Et le Barça a mis fin, donc avant-hier, à une série de 6 matchs sans victoire dans les Classicos face au Real Madrid. La dernière victoire des Catalans remontait au 2 mars 2019,
il y a quasiment 3 ans jour pour jour, donc soit plus de 3 ans. L'effet bien sûr Xavi. Et 12e match consécutif sans défaite pour le FC Barcelone, toute compétition confondue. Le Barça ne perd plus, c'est incroyable. Donc voilà, tout va bien actuellement du côté du club Blaugrana. Et en championnat en 2022, c'est l'une des équipes qui remporte le plus de points. Les équipes du top 5 européen qui ont pris le plus de points en 2022, le Barça est classé à la 2e position. Il y a seulement Liverpool qui a pris le plus de points en 2022, 28 points pris par les Reds depuis le 1er janvier en championnat, alors que le Barça c'est 26 points. Pour vous dire que le Barça fonctionne très très bien actuellement. À noter Strasbourg, les gars, très bien classé, Strasbourg, la seule équipe française dans ce top. Xavi, après le match face au Real Madrid, je ne sais pas si nous pouvons remporter le titre, mais enfin nous ne pouvons rien exclure. Peut-être que nous sommes un peu en retard, mais c'est une très grande victoire pour nous. Voilà, déjà avoir changé la donne, parce que en première partie de saison c'était compliqué, puis là ça va bien mieux. Mais bon, je pense le titre, voilà, ça sera trop compliqué pour les Blaugrana de rattraper tout simplement cette équipe du Real. Et on peut voir le calendrier qui a été sorti aujourd'hui dans le journal Marca par rapport aux 4 premiers. Voilà, qu'est-ce qui reste comme match. Donc en blanc, quand c'est en fond blanc, c'est tout simplement les matchs à domicile. En gris, c'est les matchs à l'extérieur. Et quand c'est encadré en rouge, c'est des duels directs entre une des 4 premières équipes du championnat. On peut voir par exemple que l'avant-dernière journée, donc à la 37e journée, il y aura un Atlético Séville, donc le deuxième contre le 4e. On peut voir aussi ce Atlético Real Madrid qui se jouera au Real Madrid lors de la 35e journée. Donc voilà, c'est des matchs très très importants bien sûr, ou même lors du prochain match, le Barça, 3e, jouera contre l'équipe du FC Séville, un 2e. Donc voilà le calendrier bien sûr pour cette fin de saison pour les 4 premiers de la Liga. On va parler toujours du Barça et meilleure moyenne de points d'un entraîneur en Liga au XXIe siècle. On peut voir que Xavi, les gars, très bien classé, 2,31 points pris à peu près par match en moyenne. Donc on peut voir, voilà, seuls les entraîneurs qui font mieux, Ancelotti, Mourinho, Guardiola, même Tito Villanova, donc qui avait un record quand même de 2,75 points pris par match. C'est incroyable, sur 3 points pris, c'est énorme. Donc voilà, Xavi, les gars, parmi les meilleurs tout simplement. Et c'est Xavi maintenant, donc en mai 2009, Xavi fournit 4 passes décisives alors que le Barça bat le Real Madrid 6-2 au Santiago Bernabéu. Xavi avait délivré comme 4 passes D incroyables. Et là, avant-hier, le Barça de Xavi bat le Real Madrid 4-0 lors de son premier Classico Bernabéu en tant qu'entraîneur. Donc puissance 4 bien sûr pour le coach espagnol. On peut le voir à la fin du match dans ce magnifique Bernabéu avec tout le staff du Barça. On peut voir aussi Juan Laporta. Regardez ce qu'a fait Juan Laporta bien sûr avec 4 tout simplement, le 4-0 qu'ils ont infligé à cette équipe du Real Madrid. On peut voir les notes des joueurs pour ce Classico sur le journal Sport, c'était hier. Regardez ces notes exceptionnelles. Donc Xavi a obtenu la note de 10 sur 10 en tant qu'entraîneur. Aubameyang une note de 10 sur 10. Bon après voilà, le journal Sport a vraiment mis des très belles notes. Moi c'est ça que j'ai noté. L'équipe du Barça, j'ai pas mis autant de notes. Après voilà, c'était peut-être très content. Après Sport, n'oublie pas que c'est un journal spécialisé sur l'équipe du Barça, c'est pour ça peut-être qu'ils ont gonflé énormément les notes. Bon après ils ont quand même fait un match très bon les Blaugrana. Donc Ter Stegen 9, je sais pas, Pedri 8 ou même Dembélé a obtenu une note de 9 avec ses 2 passes décisives. Aubameyang et Dembélé, une bromance qui dure déjà depuis plusieurs années. Et Aubameyang, à propos de Dembélé, c'est pour moi un grand joueur juste à suivre quand il part sur le côté où se connaît bien, ça marche comme toujours. Donc voilà, quand Dembélé prend le couloir tout simplement, Aubameyang sait qu'il va certainement recevoir le centre. C'est ce qui est arrivé bien sûr lors des derniers matchs et ça a souvent fait but à la fin. Et aucun joueur du top 5 européen n'a délivré plus de passes des Ousmane Dembélé en 2022. C'est déjà sa 7e passe décisive pour Dembélé du côté du Barça depuis janvier 2022. Donc voilà, tout va bien pour Ousmane Dembélé et Aubameyang avec le Barça, donc 8 buts lors de ses 8 derniers matchs, quasiment buteur à chaque match. L'attaquant gabonais, donc là, un doublé, aussi une passe décisive lors du Classico avant-hier contre le Real. Et on peut voir qu'Aubameyang adore les derbies, voilà, les gros matchs des gros championnats comme le Classico bien sûr en Espagne, un doublé, je sais pas, le derby du Rhône-Alpes, donc Lyon contre l'AS Saint-Etienne, il avait marqué un but. Sinon on peut voir aussi les derbys en Allemagne ou même le derby du côté de Londres bien sûr avec son ancien club de Arsenal. Et toujours avec Aubameyang, regardez voilà cette photo, vous savez c'est quand il a fait la célébration Dragon Ball Z et regardez le supporter derrière, donc il se cachait parce que voilà c'est plein de supporters du Real Madrid, mais il y avait un supporter du Barça au milieu dès que Aubameyang a fait cette célébration. On peut voir qu'il a levé tout simplement sa veste verte et on peut voir le maillot du Barça juste derrière, voilà, qu'il portait, donc voilà, parce qu'il était fier bien sûr d'être supporter du Barça, mais il n'a pas voulu mettre vraiment le maillot du Barça avec tous les supporters du Real juste à côté. Et Aubameyang, il a dit: quand on est accueilli comme j'ai été accueilli, ça aide. Quand tu joues comme des gars comme ça, tu ne peux que t'intégrer. Je dois remercier le staff, même Arsenal, qui m'a permis de me préparer avant la CAN. C'est une petite revanche entre guillemets. Donc voilà, déclaration bien sûr d'Obama. On va parler toujours du Barça, une très bonne nouvelle pour le Barça. Et Franck Kessié,
qu'on annonce du côté du Barça depuis quelques temps, c'est quasiment fait. Franck Kessié a passé sa visite médicale et a signé son contrat avec le FC Barcelone, donc c'est un joueur de l'AC Milan, il est en fin de contrat, il est en fin de saison, donc il s'engagera librement le 1er juillet prochain. Et c'est quasiment officiel d'après Di Marzio. Donc il a déjà passé sa visite médicale. Tout est ok pour le joueur là, qui va jouer contre l'équipe de France la vendredi avec son équipe ivoirienne. Donc il va rejoindre cette équipe du Barça. L'été prochain, le 1er juillet prochain. N'oubliez pas, ça sera la deuxième recrue du club Blaugrana après Christensen lui aussi qui va faire le même coup. En fait, il va rejoindre l'équipe du Barça gratuitement. Donc énorme coup pour les Blaugrana. C'est un joueur vraiment qu'on voit pas souvent du côté du Barça, un joueur un peu physique. C'est qu'au milieu de terrain, voilà, Busquets, pas trop physique, ni Gavi, ni Pedri, ni Frenkie de Jong, mais là ça va ramener vraiment de la puissance en milieu de terrain. Je pense que ça peut être vraiment un joueur très intéressant pour le club Blaugrana, et il va toucher un salaire de 6,5 millions d'euros de salaire par an. Donc les contrats officiels seront finalisés dans les prochaines semaines. Voilà, il a passé sa visite médicale et pratiquement c'est ok à 99% la signature de Kessié du côté du Barça. Et toujours avec le Barça, on peut voir que la presse italienne lit déjà Paulo Dybala au Barça. Une grosse info les gars concernant Dybala. On peut voir la carrière d'Elo Sport aujourd'hui qui parle de la Joya. Donc Paulo Dybala, c'est officiel, il va quitter l'équipe de la Juventus en fin de saison. Donc officiel, Dybala quittera la Juventus libre cet été. Son contrat ne sera pas renouvelé, confirme Maurizio Arrivabene, le président tout simplement du club. Donc il a dit, ce président directeur sportif du club, nous ne prolongerons pas Dybala, nous ne ferons aucune offre. La décision a été prise. Donc ce qui veut dire c'est qu'il ne prolongera pas, c'est qu'il quittera cette équipe de la Juventus, les gars. Dybala, c'est ses derniers mois du côté de Turin. N'oubliez pas qu'il a joué plus de 283 matchs du côté de la Juventus, 113 buts inscrits, 48 passes décisives et beaucoup de blessures, c'est vrai, du côté de la Juventus Turin. Fin d'une histoire d'amour entre la Joya et la vieille dame. Donc voilà, on ne sait pas où jouera, bien sûr, Paulo Dybala. On peut voir que le Barça, bien sûr, est en contact avec Dybala. On verra, mais voilà, c'est officiel. Il quittera cette équipe de la Juventus en fin de saison. Il y a beaucoup de joueurs, les gars, qui sont libres en fin de saison. Mbappé, n'oubliez pas, il est libre. Donc il ira certainement du côté du Real. Pogba, lui aussi, fin de saison, il est libre. La même chose pour Dybala, Di Maria, Suarez, Cavani, Modric, Gareth Bale, je sais pas, il y a Belotti, il y a Lacazette, il y a Franck Kessié qui va rejoindre le Barça, Dembélé qui devrait rejoindre normalement le Paris Saint-Germain d'après les dernières infos, même Tolisso, même Bernardeschi. Regardez cette liste incroyable quand même de joueurs libres en fin de saison. On va parler du Real Madrid et le bilan du Real Madrid au mois de mars. Donc ça va être très bien commencé avec la Real Sociedad, victoire, le PSG, remontada, victoire, qualification, Mallorca, victoire 3-0, et là contre le Barça c'est la croix, donc c'est une défaite, c'est juste le seul point négatif du Real Madrid lors de ce mois de mars. Et calendrier empoisonné, voilà en une du journal AS aujourd'hui, c'est par rapport bien sûr au dernier match du Real Madrid que je vous ai montré tout à l'heure avec le programme pour cette fin de saison. Et le Real Madrid encaisse la défaite sans faire d'histoire, le club digère la débâcle du Classico en reportant à la fin de saison tout éventuel débat ou prise de décision. Donc c'est un article tout en haut à droite, parce que c'est une personne espagnole, je sais pas qui c'est, qui fait la une aujourd'hui de ce journal. Et toujours avec le Real Madrid après la débâcle, voilà on peut dire, avant-hier, donc du coup 2 jours de repos ont été accordés aux joueurs. Donc hier c'était repos, aujourd'hui de nouveau c'est repos. Ils reprendront l'entraînement, pour les joueurs qui ne sont pas convoqués avec les sélections. Donc ils reprendront l'entraînement demain à partir de 15h. Et Ancelotti reconnaît sa responsabilité après la défaite face au Barça. Ma tactique n'était pas bonne et cela a conduit à un mauvais résultat et rien de plus, c'est tout. Je n'ai pas pris une bonne décision tactique pour essayer de battre Barcelone, voilà ce qu'il dit. Donc il prend entièrement la responsabilité de cette défaite, voilà, de ce non-match, voilà, qui a produit à l'équipe du Real contre l'équipe Blaugrana. Et 7 Classico après son arrivée au Real Madrid. Donc Eden Hazard n'a toujours pas disputé la moindre minute face au Barça. Je l'avais dit hier, c'est quand même incroyable. Il n'a même pas joué une seconde, c'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas que lui les gars qui joue très peu actuellement. Donc 5e match de suite sans jouer une seule minute pour Eden Hazard là sur les 5 derniers matchs et sur les 7 derniers Classico. Il n'a jamais joué. 7 matchs de suite sans jouer pour Luka Jovic. 7 matchs de suite sans jouer pour Gareth Bale. 8 matchs de suite, les 8 derniers sans jouer pour Isco. Voilà ces joueurs, ça sent le départ, voilà, pour Hazard, Jovic, Bale et Isco, parce que voilà, Ancelotti ne compte plus du tout sur eux, à la preuve, ils jouent plus du tout lors des derniers matchs. Et Courtois, Militao, Alaba et tous ces joueurs, par exemple Carvajal ou même Modric ou même Kroos et Camavinga sont les 16 joueurs qui ont dépassé les 1000 minutes de jeu, qui ont été titulaires au moins 10 fois cette saison. Donc voilà, cette liste de joueurs, eux, jouent beaucoup du côté du Real. N'oubliez pas que Ancelotti n'aime pas trop faire des rotations, vraiment il a un noyau de joueurs qui met souvent en titulaire et déteste faire des changements, voilà, faire des rotations. Si le joueur joue même le mercredi, il y a un autre match le samedi, voilà, il préfère quand même garder le joueur cadre
qu'au lieu de faire tourner. Et on peut voir voilà, que tous ces joueurs, eux, jouent énormément du côté de Madrid. Et depuis la saison 2018-2019, le Real Madrid n'a gagné que 45% de ses matchs de Liga sans Karim Benzema. 5 victoires en 11 matchs contre 65% des confrontations en championnat lorsque KB9 est sur le terrain. 87 victoires en 132 matchs, pour vous montrer l'importance bien sûr de Karim Benzema. Quand il est là, quand il n'est pas là, ça tourne souvent au fiasco. Lui aussi les gars, il aurait dû être titulaire, mais il n'était pas là. Il était blessé. C'est Ferland Mendy. Le Real Madrid a perdu 6 matchs cette saison. Ferland Mendy a raté 4 de ses matchs. Donc un peu le porte-bonheur du côté de la Liga. Donc Ferland Mendy en Liga, c'est 61 matchs pour 49 victoires, seulement 2 défaites. Et sur ces 61 matchs, il y a eu quand même 36 matchs sans prendre de but, alors que c'est un défenseur. Donc plutôt pas mal pour Ferland Mendy. Un fan du Real Madrid, après son départ à la 55e minute, lors du Classico, il y avait déjà, je crois, c'était après le quatrième but de Aubameyang. C'est la chose la plus dure et la ridicule qui me soit arrivée dans ma vie au Real Madrid. Depuis 24 ans que je vis en Bernabeu, c'est la première fois que je pars plus tôt qu'avant la fin du match, parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà, son équipe perdait 4-0, c'était trop pour lui. Il a quitté le stade, il est rentré chez lui. Il y a ABC Deportes, un journal espagnol, sans Courtois, ça aurait pu être 8-0. Il a été le premier joueur à s'excuser auprès des supporters du stade. C'est vrai que le score aurait pu être beaucoup plus lourd si les attaquants blaugrana auraient été un peu plus efficaces. Je pense à Ferran Torres, juste après la reprise de la mi-temps. Je pense aussi à Aubameyang, qui avait le ballon aussi du triplé, tout simplement. Et heureusement qu'il était là, Courtois. Le score aurait pu être bien plus grave. Et Carvajal, les gars, donc c'était le 9 novembre 2021. C'était quelques jours avant que Xavi soit l'entraîneur du Barça. Il a dit: le Barça, je ne les écarte pas du tout. Quand Zidane est arrivé en 2016, nous étions à 12 points du Barça et nous avons fini à 1 point. Une figure comme Xavi va les remplir d'espoir. Même si c'est un rival, je lui souhaite le meilleur. Donc avant, vous vous souvenez, tout début de saison, le Barça n'arrivait pas du tout à prendre de points. Ils étaient 13 ou 14e de la Liga et depuis, ça va bien mieux. Et il disait ça. Donc ils avaient déjà plus de 10-15 points de retard sur le Real Madrid. Et voilà ce que disait déjà Carvajal, qui les écarte pas. Voilà par rapport à ce titre, et il savait que Xavi allait faire du bon taf. Et voilà, quelques mois après, on peut voir que ça a été véridique. On va parler d'Anthony Martial, des nouvelles de l'ancien joueur de Manchester United prêté du côté de Séville et non retenu en équipe de France. Martial poursuit sa saison galère à Séville, où il a été sifflé ce week-end lors du dernier match du FC Séville. Un match nul, 0-0 contre la Real Sociedad. Donc voilà, ça va pas fort pour l'ancien joueur de Manchester United. La Ligue 1 toujours dans sa bulle en une du journal L'Équipe. Et dans cette une, on peut voir les salaires de la Ligue 1. Et bien sûr, les plus gros salaires, les gars. La Ligue 1, sans surprise, c'est du côté de Paris. Et on peut voir les 10 plus gros salaires de la Ligue 1, tout club confondu. On peut voir que les 10 joueurs, c'est que des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc le premier joueur hors PSG, c'est Wissam Ben Yedder qui est 15e en plus gros salaire. Donc les 14 premiers joueurs de cette liste, c'est que des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc le plus gros salaire, c'est Neymar, les gars. Donc c'est pour ça Neymar écrase tout. Pourtant il est décevant, encore le match catastrophique. Il a obtenu une note de 2 sur 10 contre Monaco. Donc il touche plus de 4 millions d'euros par mois. Bon, après c'est du brut. Brut et net, il faut prendre quasiment la moitié. Mais là c'est hors prime, bien sûr. Des primes peuvent s'ajouter pour Neymar. Donc ce qui fait quasiment, je sais pas, 1,8 million à peu près de salaire. À peu près net, voilà, on enlève les impôts, tout ça, les charges. Donc bien sûr c'est énorme par mois, là je vous parle. En net, Messi deuxième plus gros salaire, Mbappé on peut voir qu'il touche la moitié de ce que touche quand même Neymar. Bon après ça reste quand même énorme pour Kylian Mbappé, Marquinhos, Verratti, Hakimi, Di Maria, plus de 950 000 euros brut par mois, ou même Donnarumma, ou même Wijnaldum. Donc voilà les gars, c'est des énormes salaires du côté de Paris. Et Léo Messi touche environ 30 millions d'euros net par an, on peut voir. Donc c'est 2 fois moins que ce qu'il touchait à Barcelone, à savoir 61 millions d'euros brut par an. Donc il a quand même divisé son salaire par 2 pour rejoindre Paris, c'est le joueur Léo Messi. Et concernant Pochettino, donc lui aussi touche beaucoup d'argent du côté de Paris. Et pour licencier Pochettino qui touche 1,1 million d'euros par mois, et son staff, un an avant la fin de leur contrat, le PSG devra débourser plus de 20 millions d'euros pour licencier bien sûr Pochettino. Il faudra bien sûr payer ses indemnités de licenciement. Il est l'entraîneur le mieux payé de Ligue 1, donc il touche 1,1 million d'euros par mois. Le deuxième, c'est Galtier et Sampoli, les deux sont à 330 000 euros par mois. On peut voir, il y a quasiment 800 000 euros d'écart entre le premier et les deux, Galtier et Sampoli, qui suivent bien sûr Pochettino en termes d'entraîneurs les mieux payés. Et pourtant ils sont bien payés du côté de Paris. Ils ont été très décevants avant-hier, un non-match de l'équipe parisienne. Regardez à Monaco, 1 km parcouru, Monaco plus quasiment 120 km parcourus si on additionne tous les jours. Et le PSG
à peine 108. Les sprints 207 pour Monaco, 151 pour le PSG. Les courses à haute intensité 544 contre 416. Tout simplement Monaco en voulait plus. Et la preuve, pourtant quand on voit les salaires du côté de Paris, c'est quand même incroyable que les joueurs n'ont pas plus envie de donner de l'importance, on va dire. Le match de Youssouf Fofana contre le PSG en chiffre, lui il a fait une masterclass, donc passe décisive, donc c'est lui qui est le premier, 6 passes vers l'avant, il a fini premier parmi tous les joueurs qui ont joué, 12 ballons récupérés, il a fini premier, 3 tacles tentés, il a été deuxième et 9 pressions réussies, en gros troisième parmi tous les joueurs qui ont joué. Un énorme match bien sûr de Youssouf Fofana avec l'équipe monégasque. On va parler de Marseille qui a battu l'équipe de Nice dans un match très important avant-hier. Et toute compétition confondue, c'est 4 victoires consécutives pour l'OM, une première depuis décembre 2019. Donc félicitations à cette équipe phocéenne, ça va un petit peu mieux actuellement. On va parler de Rennes, saison record en Ligue 1, 52 points après 29 journées, son meilleur total de son histoire tout simplement. Et 63 buts après 29 journées, son meilleur total de son histoire aussi après 29 matchs d'avoir inscrit autant de buts. Eux, ça va pas du tout, c'est l'équipe de Bordeaux, 22 points ou moins après 29 journées. Donc il y a eu déjà 49 cas dans le passé. Il y a eu 48 équipes qui sont descendues en deuxième division. Donc il y a seulement une équipe qui a réussi à se maintenir après avoir seulement eu 22 points après 29 journées. Donc ça s'annonce pas bon pour Bordeaux qui devrait normalement descendre bien sûr en deuxième division si ça continue comme ça. Alors pourtant ils jouent avec 2 joueurs en plus quand même contre Montpellier ce week-end. Toute la deuxième mi-temps ils n'ont même pas réussi à marquer un but. Et bien sûr ils se sont inclinés 2-0. Et Gérard Lopez, donc le président de Bordeaux, le match d'aujourd'hui était inadmissible. J'ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écœurés et je les comprends. L'ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l'équipe, pour essayer de redresser la barre, pour avoir l'espoir de se maintenir. Mais voilà, je pense que c'est cuit. Voilà. Bordeaux jouera certainement en Ligue 2 la saison prochaine et là il faudra bien sûr essayer de reconstruire quelque chose de nouveau. Et cette époque paraît très lointaine, à l'époque quand Bordeaux avait joué bien sûr la Ligue des Champions. Bordeaux avait gagné le championnat français avec des grands joueurs comme Chamac ou même Johan Gourcuff. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le gardien allemand Ter Stegen, le gardien du Barça, qui a dévoilé dans une vidéo pour la fédération allemande son 11 préféré composé uniquement de joueurs avec qui il a joué. Et absent notable, Messi. Il n'est pas dans le 11 des plus grands joueurs avec qui il a joué. Neymar, Suarez, Neuer, donc il a mis, on peut voir là tous ces joueurs, Alba, Piqué, Rudiger, Alves, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Frankie de Jong, Russ et Mario Götze en attaque. Mais il n'y a pas de Léo Messi quand même dans le 11 de légende de la part de Marc-André Ter Stegen. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Bonne journée à vous et bien sûr on se retrouve demain aux alentours des midi. Ciao à tous.